toute la journée des gens me dire qu'ils aiment leurs enfants et régulièrement faire exactement le contraire de ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Donc encore une fois, oui, tout le monde aime ses enfants, maintenant on le sait. Moi, je leur dis, sécurisez-les. Vous les aimez, ok, c'est très bien, mais sécurisez-les. Donc le conseil, c'est de penser d'abord aux enfants. C'est d'être parfois plus évolué que l'autre. Si l'autre est dans la colère, dans la vengeance, dans la rancœur, il y en a toujours un qui n'en est pas au même stade que l'autre. Et de toujours se dire que c'est au plus évolué, en tout cas celui qui en est un peu plus loin dans l'évolution, est plus en capacité de s'apaiser, de s'adapter. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Est-ce que ce n'est pas finalement dans la façon dont on se sépare qu'on peut mesurer la longévité et la solidité d'un couple ? Peut-on réussir son divorce à défaut de réussir son mariage ? Comment maintenir le couple parental quand le couple amoureux et légal se déchire ? Quels sont les biais et les injustices de genre qui s'appliquent encore insidieusement dans les séparations et les divorces, majoritairement aujourd'hui prononcés par consentement mutuel ? La garde alternée est-elle la panacée pour tous et dans l'intérêt des enfants ? Avocate en droit de la famille depuis 30 ans, engagée contre les violences conjugales, Michèle Dayan vient de publier un essai édifiant et passionnant intitulé « Nous nous sommes tant aimés, les Français et le divorce, cœur brisé, loi réinventée », paru aux éditions de l'Observatoire. En proposant cette rétrospective sur le divorce, ses lois et ses pratiques, elle dresse un portrait du mariage et du couple actuel, plus égalitaire sans doute, mais encore traversé par des stéréotypes et des injustices qui minent les deux sexes. Je suis très honorée de la recevoir aujourd'hui pour lui demander comment, selon elle, on peut réussir son divorce et devenir un couple parental épanoui. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors je commence par ce chiffre qu'on connaît toutes et tous. Un mariage sur 3 se termine en divorce. À Paris, ce serait 1 sur 2. Est-ce que cette statistique est stable ? Et si oui, depuis quand ? Ou alors est-ce qu'elle a bougé ? Alors, elle est assez stable depuis 2 décennies, je dirais, environ. Depuis une vingtaine d'années, maximum trentaine d'années, elle est stable. Il y a des variantes selon les années. Il y a des années où on divorce plus, il y a des moments où on divorce moins. Pendant le confinement, on divorce moins parce qu'on peut tout simplement pas voir un avocat, saisir un tribunal, sauf cas d'urgence absolue. Après le confinement, on divorce plus parce que ça a révélé des problèmes probablement sous-jacents. Donc, il y a comme ça des petites variantes en fonction des périodes, mais ce chiffre, en tout cas depuis que j'exerce, moi depuis 3 décennies maintenant, et avec une accélération, une stabilité dans la fréquence des divorces, dans le taux de divorcialité, comme on dit, depuis au moins 20 ans. Ouais. Alors si ça a bougé à peu près il y a 20 ans, est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 20 ans ? Est-ce que c'est la loi qui a bougé ou est-ce que c'est quelque chose qui était plus profond ? La loi n'a pas bougé pour induire plus de séparation il y a 20 ans, si ce n'est que quand même en 2005, la prestation compensatoire a été décorrélée, déconnectée de la faute. Donc c'est vrai que depuis 20 ans, une femme qui est dépendante économiquement de son mari, qui le trompe et qui pourrait avoir les torts exclusifs, si elle divorce, elle a quand même droit à une prestation compensatoire, elle ne perd pas tous ses droits financiers. Donc on peut considérer que c'est moins un frein au divorce. Mais sinon, si on remonte plus loin, et avant même que je commence à exercer, moi je me souviens, je suis née en 68, dans mes classes, les enfants de divorcés étaient stigmatisés. Il y en avait un par classe, et encore. Et ils étaient stigmatisés, on n'allait pas aux anniversaires, enfin c'était vraiment la honte. Et puis les choses se sont plus banalisées, notamment, et je pense que la grande tendance qui accompagne la fréquence du divorce, c'est l'émancipation des femmes. C'est-à-dire que les femmes peuvent être autonomes, même sans un mari. C'est pas le mari qui les protège. Je veux dire, depuis 65, elles n'ont plus besoin de l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte en banque ou travailler. Depuis 74, elles peuvent décider de garder un enfant ou de pas le garder, l'avortement étant dépénalisé. Et donc, forcément, le taux de divorcialité est une courbe, enfin une espèce de ligne parallèle aux lois qui émancipent les femmes. Et d'ailleurs, il est demandé à 70% par les femmes, le divorce. Donc on voit bien
cette conversation permanente entre l'émancipation des femmes et le taux de divorcialité. Le consentement mutuel a aussi fait bouger les choses, le fait que ce soit de plus en plus facile, j'ai envie de dire, de divorcer. Alors, vous avez raison, 1975 déjà, vous avez raison de le rappeler, le divorce par consentement mutuel entre dans le paysage français. Avant, il fallait faire une espèce de comédie judiciaire où on se racontait des fausses fautes, des fausses lettres, des faux témoignages, tout ça avec le regard complice, hypocrite et bienveillant du juge. C'est terminé depuis 75, on peut divorcer par consentement mutuel et depuis 2017, il n'y a même plus besoin d'un juge pour divorcer par consentement mutuel. Il suffit qu'il y ait 2 avocats et que tout le monde soit d'accord et que le consentement soit absolument vérifié et respecté. Mais ce qu'il faut savoir, si on remonte encore plus loin, au moment de la Révolution française, l'état civil devient laïque. Oui, c'est là qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, c'est plus la chasse réservée, gardée de l'Église, et le divorce entre dans la loi française. Et à ce moment-là, dans les grandes villes, comme Paris, Lyon, Marseille, il y a un très gros taux de divorcialité, très important. Presque équivalent à celui d'aujourd'hui, j'ai lu. Exactement. Et à cette époque, les plus anciens, comme aujourd'hui nos plus anciens, disaient « mais on divorce pour un oui ou pour un non. Finalement, aujourd'hui, on n'a plus le goût de l'effort ou le sens de l'effort dans le couple et dans la famille. » En fait, c'était un peu la même chose. Et pour être tout à fait complète sur pour la réponse à votre question, je crois qu'on est aussi, sur les 20 dernières années, sur un très fort besoin, parfois même une injonction, au bonheur individuel. Il faut être heureux. Avant, on réussissait sa vie si on s'était marié, si on avait fait des enfants, si on avait un métier. Aujourd'hui, on réussit sa vie si on est heureux, si on est libre. Et parfois, ça passe par une séparation. Vous disiez justement que les générations qui nous précèdent nous accusent souvent de divorcer pour un oui ou pour un non. Et vous, forte de votre expérience, dans le livre, vous rejetez cette idée. Alors d'abord, encore une fois, je veux dire, ce reproche, il est tellement ancien et c'est tellement récurrent qu'il est suspect et qu'il ne semble pas très fondé. Et ce que je constate, alors bien sûr, il y a parfois des erreurs de casting et tant mieux si la loi permet de divorcer facilement, mais n'ai vu dans mon cabinet depuis 30 ans que des gens qui avaient tout essayé, tout ce qui était possible pour eux, avant de se séparer, qui en général souffraient d'un constat d'échec et d'une séparation. J'ai entendu parler d'amour, beaucoup. Quand on parle de divorce, quand on entend parler de séparation, on entend aussi beaucoup parler d'amour. Et je crois en effet que les gens ne divorcent pas pour un oui, pour un non. C'est une épreuve. C'est pas toujours un drame. Je paraphrase Simone Veil. Elle dit l'avortement est toujours un drame. Je le paraphrase à la négative. Je pense que, comme l'avortement d'ailleurs aujourd'hui, le divorce n'est pas forcément un drame, mais c'est toujours un passage. Et c'est toujours une épreuve, plus ou moins douloureuse. Donc, une épreuve, on n'a pas envie de la passer pour un oui ou pour un non. Vous disiez que ce sont 70% des femmes qui demandent le divorce. Est-ce que vous avez une explication à ça ? Est-ce que vous pouvez donner un peu les principaux motifs qui amènent les femmes et les hommes à décider de divorcer ? Est-ce que c'est erreur de casting ? Est-ce que c'est encore la tromperie, la faute ? Est-ce qu'il y a d'autres paramètres ? Est-ce que c'est l'usure du couple ? Alors c'est là où normalement, quand le podcast va être diffusé, vous aurez les commentaires les plus désagréables, notamment des hommes, quand je vais dire qu'en général, et en tout cas c'est ce que j'ai constaté en 30 ans de pratique et ce que constate la plupart des avocates en droit de la famille et des juges aux affaires familiales, la plupart des femmes, quand elles demandent le divorce ou quand elles se séparent, même sans être mariées, elles n'ont personne d'autre dans un paysage amoureux ou sexuel, alors que la plupart des hommes, quand ils demandent le divorce ou qu'ils se séparent, il y a quelqu'un d'autre dans leur paysage amoureux ou sexuel, et même probablement très souvent, ils partent pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une statistique personnelle, mais qui est partagée par tant de professionnels qu'elle en devient une statistique générale. Ce qui expliquerait que les femmes demandent plus facilement le divorce, parce que il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre. Si ça ne va pas, on demande du divorce. La deuxième chose, c'est que je pense que les femmes ont une plus grande intolérance à l'inconfort, l'insatisfaction émotionnelle. Parce que de toute éternité, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, elles étaient exclues de tous les contrats sociaux, contrats avec le divin, contrats économiques, et c'était l'intérieur. Leur domaine, c'était l'intérieur du foyer. Donc, elles ont développé une très forte intimité avec le foyer. Et quand ça va pas, quand le foyer est dysfonctionnant, quand il est toxique, quand il rend malheureuse, elles ont, je pense, une plus grande intolérance, alors que l'homme, de toute éternité, en tout cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps, était beaucoup à l'extérieur et se contentait, comme il y avait des échappatoires comme ça, d'une solution plus insatisfaisante à l'intérieur.
Pour répondre à la deuxième partie de votre question, les 2 grandes causes de séparation, c'est quand même l'adultère et hélas, la violence. Ce sont les 2 grandes causes aujourd'hui que j'observe. Avant que la parole se libère et que l'écoute aussi, jusqu'à il y a environ 7-8 ans, c'était surtout l'adultère, le désamour, l'usure, l'éducation des enfants, mais beaucoup l'adultère, mais qui ne sont que l'adultère, c'est la face émergée de l'iceberg. Oui, c'est ce qui arrive en fin de course, j'ai envie de dire. Et puis, moi j'ai envie de vous dire aussi, le mariage qui dure toute une vie, c'était quand même valable quand l'espérance de vie était de 35 ans. Quand elle est de 80 ou de 85 ans, on ne peut pas forcément imaginer qu'un mariage doit durer ou peut durer toute une vie. Déjà, s'il dure 15 ans, 20 ans, c'est beaucoup par rapport à l'époque où l'espérance de vie était de 35 ans. C'est même parfois beaucoup plus qu'avant. Alors du coup, vous le disiez, le divorce pour faute a presque disparu. On ne peut plus être en tout cas condamné quand on a les torts exclusifs, quand on a trompé son mari ou sa femme. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la faute n'est plus l'aiguillon des divorces et pourquoi finalement c'est une bonne chose, n'en déplaise aux conjoints trompés? D'abord, depuis le Code civil Napoléon, donc depuis 1804, il y a quand même Freud, Lacan qui sont passés par là. D'accord, la psychologie, et on a compris que les choses étaient un peu plus complexes que ça, et que les rapports humains, les rapports de couple, le lien, l'amour, le désamour, c'est un peu plus compliqué que tu es fautif, je t'ai trompé parce que tu m'as trompé, tu es fautif parce que tu m'as trompé, et que c'était souvent des causes, il y avait des moteurs silencieux, ce qu'on appelle la tromperie, qui est déjà péjoratif en soi comme nom, ou en tout cas l'adultère. La loi, comme souvent, a mis plus de temps que la vie, que la société, que les êtres humains, que les citoyens, à prendre acte de ça en déconnectant la faute, et notamment l'adultère, c'était une des grandes causes de divorce, des conséquences financières. C'est pas parce que madame a trompé son mari que c'est elle la fautive absolue, et je le dis souvent, et je l'écris dans ce livre, on est toujours responsable de 100% de la moitié du problème. Et je crois qu'aujourd'hui, on le sait. Sauf, et je le dis aussi parce que c'est important, les cas de violence. La violence, il n'y a pas de responsabilité partagée. Il y a des contextes, il y a des explications, il y a des situations différentes, mais il n'y a pas de responsabilité partagée. C'est interdit par la loi pénale de frapper. Mais sinon, évidemment que aujourd'hui, la loi, elle a pris la mesure de ce que sont les rapports de couple. Et que dans une vie en plus qui est de plus en plus complexe, c'est très très simple. On se mariait par amour ou surtout par raison. C'était souvent arrangé. Il y avait des intérêts économiques ou des intérêts patrimoniaux au mariage. Aujourd'hui, on se marie par amour. Alors l'amour, c'est très fort, mais c'est aussi quelque chose qui peut évoluer, qui peut changer, qui prend des couleurs différentes en fonction du temps et qui peut se renouveler avec quelqu'un d'autre. Donc forcément, le fait d'aimer ailleurs ou de désirer ailleurs ne doit plus être considéré comme fautif. Et puis surtout, l'être humain, enfin les hommes et les femmes en couple, ont toujours désiré et aimé ailleurs. Alors c'est pas nouveau l'adultère, sauf que aujourd'hui ils partent et ils divorcent. Et donc, la loi, de façon très sage, a décidé d'en tirer les conséquences. Et pourquoi c'était souhaitable ? Parce que c'est plus juste par rapport à ce qui se passe vraiment dans des rapports amoureux, intrapsychiques, intrafamiliaux. Et puis parce que c'était d'une inéquité et d'une injustice folle. Quand une femme qui avait passé 30 ans avec son conjoint à élever 4 enfants, à sacrifier sa carrière à une époque où travailler pour les femmes c'était compliqué. Je rappelle que jusqu'en 65 il fallait l'autorisation de leur mari. Donc moi j'ai divorcé des femmes qui avaient demandé l'autorisation de leur mari ou qui l'avaient pas demandé, voyez, mais qui s'étaient mariées avant 65. Et puis cette femme-là, elle commet une faute et elle trompe par exemple son mari. Elle part, elle a plus le droit à rien. C'était d'une injustice folle. Et donc la loi, en 2005, le législateur en 2005 y a mis un terme. Je reviens à vous et à ce livre. Vous l'écrivez comme une série de portraits, de témoignages. On plonge dans votre cabinet, c'est ça qui est passionnant. D'ailleurs, j'imagine que vous avez changé les noms. Ah bah oui, les noms, les professions, j'ai brouillé les pistes. Pourquoi l'avoir écrit et maintenant ? Est-ce que c'est un livre engagé et politique, un livre personnel ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter ces histoires ? Alors, c'est les deux à la fois. Ce livre est une conversation permanente entre l'intime de mes clients, mon intimité à moi, la société et mon engagement. Politique, je ne sais pas, mais engagé, évidemment. Alors, pourquoi l'avoir écrit maintenant ? Parce que ça fait 30 ans que je suis avocate. Donc, j'ai de la matière.
Et j'ai une place d'observation. Et en 30 ans, ça a tellement bougé. Que ce soit le couple et l'argent, on parlait de la faute, de la prestation compensatoire, la garde alternée, le mariage pour tous, les lois sur les violences, le phénomène du divorce des seniors qui prend de l'ampleur depuis 10 ans. Donc ça a tellement changé que là, je me suis dit, j'ai un poste d'observation incroyable pour écrire aujourd'hui. J'ai une matière incroyable. Après, je me suis sentie enfin légitime. C'est vrai que les femmes, on a toujours un problème. On se sent, voilà, j'ai mis 30 ans à me sentir légitime, donc ça y est. J'ai l'impression que je suis une vraie avocate et que j'ai des vraies choses à raconter et que je peux en tirer quelques observations, peut-être pas des théories, mais quelques observations. Et puis de façon plus intime, je le dis dans mon livre, dans ce livre, je me suis séparée du père de mes enfants, avec qui j'étais depuis 28 ans, il y a 5 ans, et j'ai commencé à écrire ce livre de 2 ans à peu près, 2-3 ans après. Je crois que ça a été peut-être aussi une façon de métaboliser la séparation, de l'écrire, ce livre. Et puis, je me suis sentie peut-être plus légitime de parler des autres à travers moi comme les autres, ou les autres comme moi. Est-ce que justement le fait de vivre votre propre divorce vous a appris des choses que vous soupçonniez ou vous ignoriez? Est-ce que ça a changé votre façon de faire votre travail? Est-ce que vous avez glané quelques ressources, quelques clés que vous aviez peut-être pas avant? Alors, tout ce qui nous arrive nous façonne. Et tout ce qui nous arrive enrichit notre expérience personnelle et professionnelle. En tout cas, quand on a des métiers où on a les mains dans les tripes, les mains dans l'humain, évidemment. Et je pense que l'on sait surtout ce que l'on expérimente. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir divorcé pour être avocate en divorce ou juge aux affaires familiales. Évidemment, on peut faire un podcast sur le divorce. En revanche, c'est vrai que, comme m'a dit un de mes clients qui est devenu un ami, tu vas mieux comprendre tes clients. Et je les écoute. Je les écoute différemment, peut-être parce que je peux comprendre la difficulté à mettre un terme, je peux comprendre les atermoiements, je peux comprendre que ça fasse peur de terminer vraiment en signant les papiers, et que parfois on résiste. Je peux comprendre que parfois on a 2 chemins, celui de la colère qui conduit à la haine parfois, et puis celui aussi du pardon, de la réconciliation, de l'apaisement. C'est pas toujours facile d'emprunter le bon chemin. J'ai toujours été très empathique, sinon j'aurais pas fait ce métier. En tout cas, je l'aurais pas fait comme je le fais depuis 30 ans. Mais j'ai eu un peu plus, d'empathie, et je ressens la souffrance de mes clients peut-être un peu plus de l'intérieur. Peut-être qu'elle résonne plus. Justement, vous parliez de la colère. On sait qu'il y a un recours massif au divorce par consentement mutuel, mais ça reste un lieu où on s'affronte, et notamment sur les questions financières. Parce que c'est là où on peut peut-être se défendre et grappiller des choses, ça et la garde des enfants, malheureusement. Vous pointez dans plusieurs cas de divorce le piège du régime matrimonial, de la séparation de biens, qui se referme souvent sur les femmes. Est-ce que vous pouvez expliquer ce point ? Pendant des décennies, et encore maintenant, il y a une armée de notaires, pardon pour les notaires, ils ne sont pas tous comme ça, qui sont en général les notaires de celui qui a le patrimoine, en tout cas de la famille qui a le patrimoine, qui ont raconté aux femmes qui ne travaillaient pas que la séparation de biens les protégeait en cas de faillite, notamment de leur mari s'il était chef d'entreprise. Il y a d'autres moyens de protéger le conjoint en cas de faillite. Mais ce qui est certain, c'est qu'en séparation de biens, on peut acheter un bien à son seul nom. Et que donc, j'ai vu des femmes, après 20 ans, 30 ans de mariage, qui vivaient dans des appartements qu'elles pensaient être à elles, puisqu'elles y vivaient, en tout cas, même si c'est monsieur qui détenait le titre, ou même si elle détenait 50% du titre, en séparation de biens, jusqu'en 2013, où la jurisprudence a changé, en séparation de biens, même si on détient 50% du titre, mais qu'on ne participe pas au remboursement de l'emprunt ou à l'apport au début, c'est un titre de papier, jusqu'en 2013, c'est un titre de papier, et on repart sans rien. Ou avec, comme le dit Titiou Lecoq, les pots de yaourt. Moi, j'appelle ça les kilos de tomates depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, monsieur, en général, il patrimonialise et rembourse son emprunt, et madame, elle fait le marché avec l'argent qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas. Et donc, ce contrat de séparation de biens, jusqu'en 2013, a été un piège épouvantable qui s'est refermé, en effet, comme vous le dites très justement, sur les femmes, puisqu'elles pensaient être protégées, avoir un toit sur la tête et un titre. Et en fait, pas du tout. Et au moment du divorce, elles s'apercevaient que c'était pas le cas. Soit elles avaient rien, soit elles avaient 50% de rien, puisqu'elles n'avaient pas financé. Les choses ont un peu changé en 2013 quand même, avec la jurisprudence qui a évolué, mais la séparation de biens, l'argent qu'on gagne, il est propre. Donc celui qui gagne plus, s'il fait des investissements avec son argent, eh ben, c'est qu'à lui. Alors qu'en communauté, qui est quand même le régime majoritairement choisi par les Français, la communauté. Oui, d'accord. C'est-à-dire c'est l'absence de contrat. Tandis qu'en communauté, tout ce que l'on gagne est commun.
Donc tout ce que l'on achète avec ce que l'on gagne est commun. Et ça vaut pour l'homme comme pour la femme. Exactement. Mais on a encore majoritairement des hommes qui gagnent plus que leurs femmes. Bah oui, de toute façon, il y a une égalité des salaires et il y a encore une charge mentale qui pèse plus sur les femmes, sur la prise en charge du foyer, des enfants et de la maison, bien sûr. Est-ce qu'il y a des clés, là on sent bien que c'est au moment du mariage qu'il faudrait se poser toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y a des choses à organiser pour justement éviter ce risque de piège et de désillusion au moment d'une séparation ? Comment organiser de façon honnête et judicieuse et égale les finances au sein du couple pour pas avoir ce conjoint lésé au moment du divorce ? Alors déjà, être informé. Je crois que la clé, c'est l'information. Si on est informé, on choisit la séparation, on choisit la communauté, on choisit la participation aux acquis. Enfin, il y a plusieurs types de régime matrimonial, mais il faut être informé. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y a pas d'information. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un avocat ou un notaire quand il informe avant de vous marier. Donc déjà, je pense qu'avant de se marier, il faudra aller voir un avocat. Même pas un notaire, un avocat qui vous explique les conséquences du choix. Ou ensemble, ou séparément. Mais savoir ce que ça veut dire. Après, on ne peut pas tout prévoir. D'abord, en France, les contrats prénuptiaux, on voit ça dans les séries américaines, les films américains, les contrats prénuptiaux où on écrit alors si tu me trompes, ou alors si c'est lui, ou si c'est elle, voilà ce qui se passe, voilà ce que je gagne, voilà ce que je perds. Beaucoup plus loin que nous. On n'a pas, c'est interdit les contrats prénuptiaux. Cela étant, on peut quand même choisir le régime matrimonial, on peut choisir la loi applicable, parce qu'il y a des gens qui voyagent, qui s'expatrient, on sait qu'on a un métier où on peut être amené à voyager, on sait qu'on a un projet de partir à l'étranger, et donc on peut choisir la loi applicable, parce qu'on sait qu'il y a des pays dans lesquels la loi applicable, elle est très défavorable aux femmes, notamment, pour les enfants, pour tout ce qui est patrimonial et financier. Donc je pense qu'il faut être informé et prendre sa décision en toute information. Et donc, moi, le conseil que je donnerais, si je devais donner un seul conseil, c'est avant de vous marier, allez voir ensemble ou séparément un avocat en droit de la famille et en droit patrimonial de la famille pour vous informer. Et puis après, les choses peuvent bouger, on ne peut pas tout prévoir. On ne sait pas combien d'enfants on aura ou si on en aura, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Je veux dire, en 20 ans, même en 5 ans parfois, une vie conjugale vous réserve des surprises, et que ce soit professionnelle, financière, familiale, les enfants, pas les enfants, etc. Alors justement, question un peu basique, en cas de séparation, est-ce qu'il vaut mieux être marié civilement ou le concubinage et le Pacs font la même chose aujourd'hui ? Ah bah non, ça dépend. Si vous gagnez moins que votre conjoint et que vous avez sacrifié votre carrière, il vaut mieux être marié parce qu'il y a la prestation compensatoire qui vient compenser la disparité de train de vie que crée un divorce quand il y a une disparité de revenus et de situation financière. Alors qu'en Pacs ou concubinage, pas du tout. Justement, cette prestation compensatoire qui a remplacé la pension alimentaire, qu'est-ce que ça a changé exactement et quelle est la différence justement pour les couples qui ont des enfants à charge de cette prestation ? Parce que du coup, il n'y a plus de pension alimentaire ? Elle a remplacé la pension alimentaire en 1975, mais la pension alimentaire pour le conjoint, pas pour les enfants. Avant 1975, le conjoint qui était économiquement plus faible, donc en général, imaginez en 75, la femme, avait à vie ou pas à vie une pension alimentaire, mais qui variait en fonction de ses revenus ou des revenus de son conjoint. Donc c'était une grande dépendance. Dans pension alimentaire, il y a alimentaire, donc il y a une dépendance. Et puis en 75, on a décidé que le principe, c'était la prestation compensatoire, donc c'est un capital, ou un capital échelonné, mais en tout cas, c'est une somme fixe qui est donnée au conjoint qui a moins d'argent et elle se débrouille, ou il se débrouille après, avec, et donc il gère son propre budget. Donc c'est quand même une clé de l'autonomie et de l'indépendance. Tout ça en dehors des enfants. Voilà. En revanche, la pension alimentaire pour les enfants, elle existe toujours. Elle demeure jusqu'à leur majorité, voire plus, même la poursuite des études et l'obtention d'un premier emploi rémunéré. Et elle est versée par celui qui n'a pas la garde au quotidien des enfants, qui a un droit de visite et d'hébergement, et qui peut même être versé, ce qu'on ignore parfois, en cas de garde alternée, même si on a les enfants une semaine sur deux entre le père et la mère, celui ou celle qui a des revenus supérieurs à l'autre peut verser une pension alimentaire pour les enfants ou peut payer 2/3 des charges ou la totalité des charges des enfants s'il y a une disparité de revenus. Est-ce que ça, c'est un sujet récurrent de friction avec vos clients sur cette prestation compensatoire ? L'argent, les enfants, gros sujet, les deux. La pension alimentaire, c'est un énorme sujet de friction, la prestation compensatoire aussi. La pension alimentaire, il faut savoir qu'en France, les prestations compensatoires ne sont pas très très élevées en France, elles peuvent l'être, elles sont correctes, on va dire, mais les pensions alimentaires, et je tiens à le dire là aujourd'hui, elles sont en France extrêmement basses. C'est-à-dire, si vous calculez une pension alimentaire, une personne qui gagne, un père par exemple, qui va gagner 3 000 € par mois et qui va verser 300 € pour un enfant, si vous faites 300 € divisé par 20, le nombre de jours où la mère là, ça fait à peine 15 € par jour. Donc c'est ridiculement
bas. Non, beaucoup de pères qui ne paient pas les pensions alimentaires et on n'est pas à la hauteur. La politique publique n'est pas à la hauteur, ni sur la fixation du montant de la pension alimentaire, ni sur le fait de récupérer ces pensions alimentaires. Et c'est un préjudice économique pour les femmes très important. Est-ce qu'il y a des garde-fous, là encore, à poser ou des clés qui peuvent permettre d'éviter ce genre d'injustice ? Être bien défendu, essayer de faire valoir des arguments, de se tenir au courant des revenus de l'autre, d'avoir une transparence, d'obliger à la transparence. Et en effet, il vaut mieux compter sur soi-même. Enfin bon, parfois on n'a pas les mêmes situations, les mêmes revenus, les mêmes possibilités. Mais ça part peut-être éviter de sacrifier sa carrière et être à égalité. Ah bah ça évidemment. On en revient toujours là. On en revient toujours là, mais parfois on n'a pas le choix. Parfois aussi on a envie de s'arrêter pour s'occuper des enfants. Et les enfants on les fait à deux, en principe, dans la majorité des cas en tout cas. Alors je reviens à la question de la garde des enfants parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui la garde alternée est devenue la règle, le principe qui est appliqué par défaut par les juges. Mais ce n'est pas le cas. Vous notez que seulement 12% des enfants des parents séparés vivent en garde alternée. J'étais très étonnée par ce chiffre. Je pensais que ce serait beaucoup plus. Non. Alors d'abord, elle n'est pas si ancienne, cette possibilité de garde alternée. C'est 2002, sauf erreur, oui. Donc ça a 20 ans, 22 ans. Donc il faut que les mentalités évoluent un peu. En plus, pour mettre en place une garde alternée, il faut quand même avoir les moyens financiers parce qu'il faut 2 appartements ou 2 maisons capables d'accueillir les enfants. Quand on les accueille un week-end sur 2, on peut avoir un petit appartement, dormir dans le salon, mettre les enfants dans la chambre, etc. Quand c'est une semaine sur 2, ça nécessite quand même plus de moyens, notamment dans les grandes villes, dans les métropoles. Donc forcément, c'est une petite sélection par l'argent et par la situation financière. Et puis, il y a quand même des résistances des pères. Beaucoup de pères soit s'autocensurent, ils n'osent pas demander la garde alternée parce qu'ils pensent que la mère n'acceptera pas et qu'ils se disent que c'est pas juste de la demander, soit parce qu'ils n'ont pas envie de s'occuper des enfants une semaine sur 2 à temps complet et avoir cette charge-là. Et puis il y a des résistances de la part des mères aussi. Il y a des femmes, je veux dire, qui ne veulent pas, qui ont l'impression que quand elles n'ont pas leurs enfants toutes les semaines, toute la semaine, ce ne sont plus la mère de leurs enfants. Donc les mentalités, le féminisme, l'antiféminisme peut aussi provenir des femmes. Hein. Il faut le savoir. Elles ne sont pas toujours les meilleures alliées de leur émancipation, les femmes. Et vous expliquez que vous avez dû parfois amener certaines à accepter cette idée de la garde alternée parce qu'elle était demandée par le conjoint et que après coup, elles en étaient heureuses. Voilà. Ça avait été difficile. Parce que c'est une grande libération quand même. Une semaine sur 2, on peut faire autre chose que s'occuper de ses enfants quand on est séparés. Et puis pour les hommes, c'est aussi, enfin, les hommes deviennent des mères comme les autres. Et ils savent ce que c'est que de partir plus tôt du travail, d'avoir une réunion, que la crèche vous appelle, que l'école vous appelle parce que le petit a 38,5. Voilà, tout ça, ils l'apprennent. Et donc refaire une vie, continuer une vie amoureuse, sexuelle, professionnelle, c'est un peu plus compliqué. C'est important que les hommes prennent leur part aussi. Et beaucoup le souhaitent, soit n'osent pas, et sont aussi parfois, il faut le dire, empêchés. Parfois, ils ne se battent pas beaucoup non plus, mais ils peuvent être empêchés par les mères. Et puis, il y a encore certains biais chez les magistrats qui ne prononcent pas la garde alternée quand les enfants sont trop petits, en se disant que finalement, le parent référent et le besoin de stabilité maternelle avant 5 ans est important. D'un point de vue totalement subjectif, vous en pensez quoi, vous Est-ce que la garde alternée est, selon vous, le plus souvent la meilleure solution ? Ou en effet, quand les enfants sont petits, ça se discute ? Moi, je pense que c'est bien que ce soit possible. Je suis très contente qu'il y ait eu la loi qui permette la résidence alternée et que on puisse prendre en charge, le père et la mère, les enfants, ou de père ou de mère, mais les enfants de façon égalitaire. Après, moi, je suis avocat. Je pense qu'il n'y a que des situations particulières. Donc, je ne pense pas qu'il y a la garde alternée, mais des gardes alternées. Et que ça dépend des cas. Quand les enfants sont très petits, il y a des gardes alternées qui se passent super bien parce que petits, ils sont très adaptables et qu'ils grandissent. Et vraiment, quand les parents se séparent, que les enfants sont tout petits, ils grandissent avec 2 maisons, avec 2 prises en charge. Je pense qu'il faut quand même une certaine fluidité, une certaine communication. Je pense que c'est mieux. Et je l'écris dans le livre. Moi aussi, j'ai évolué à l'époque où la garde alternée a fait son entrée dans le code civil. Mes enfants étaient tout petits. Moi, j'étais pas du tout séparée, mais je me projetais un peu. On fait toujours un peu de projection. Je me disais, je savais pas trop quoi penser de ce truc quand les enfants sont petits. Et puis, j'ai vu qu'en réalité, ça se passait bien. Vous savez, on nous a prédit une génération de délinquants avec la garde alternée. On nous a prédit une génération de criminels avec l'adoption des enfants par des couples de même sexe. On s'aperçoit qu'en fait, pas du tout. Je crois que
Un enfant, il a besoin d'amour et de sécurité avant tout. Et c'est pas la garde alternée, le sexe des parents qui leur donne l'amour ou la sécurité. C'est l'intention, c'est ce qu'on en fait, c'est une implication dans leur éducation responsable et aimante. Vous parliez justement de la loi sur le mariage pour tous, et puis de la PMA pour toutes. Est-ce que ça a commencé à bouleverser également votre pratique, les cas auxquels vous êtes confrontés? Ah bah oui, je le raconte d'ailleurs dans le livre, forcément. D'abord, je divorce des couples de même sexe, ce qui n'était pas le cas avant, que les couples de même sexe puissent se marier, que les personnes de même sexe, puissent se marier. C'est très banalisé, parce qu'avant, c'était vraiment des avocats très spécialisés qui faisaient partie d'un réseau, ce qui est normal. On allait voir des avocats qui avaient milité dans des associations, etc. Aujourd'hui, on va voir juste un avocat, juste on divorce, peu importe qu'on soit de même sexe ou pas de même sexe, voilà, on divorce ou on sépare. Évidemment, moi, ça a changé ma vision. Je suis née en 68, encore une fois, donc je suis quand même d'une génération. Moi, je suis née sous la puissance paternelle encore. Évidemment que j'ai évolué dans l'idée que je me fais de la famille, de ce qui est bon pour un enfant, de ce dont il a besoin. Et je suis aujourd'hui intimement persuadée que ce dont a besoin un enfant, c'est d'amour et de sécurité. Et qu'on peut être élevé par une mère seule, un père seul, deux pères, deux mères, un père, une mère, et en fonction de la façon dont on l'élève, dont on le sécurise et qu'on l'aime, l'enfant ira bien ou pas. Et donc ça a changé, en effet, ça a fait tomber petit à petit, durant ces 30 dernières années, et surtout durant, je dirais, ces 15 dernières années, les biais que j'avais et les stéréotypes que j'avais liés à mon éducation, évidemment. Évidemment. Et peut-être que ça peut permettre de rééquilibrer la balance et d'éliminer plus vite les stéréotypes qui restent encore chez les avocats, les magistrats, sur le rôle du père, de la mère, des pères qui ont envie de s'investir évidemment. Et qui se sentent encore un petit peu pas légitimes à réclamer une garde alternée ou ce genre de choses. Évidemment. Alors je voulais terminer en vous demandant les conseils que vous donnez le plus souvent aux hommes et aux femmes que vous accompagnez dans leur divorce, et aussi les clés que vous avez peut-être acquis avec votre expérience pour préserver les enfants quand la séparation s'avère conflictuelle. Je leur dis que c'est pas la séparation qui est traumatique pour les enfants, même s'ils aiment pas ça. Ils n'ont pas envie que leurs parents se séparent, en général. Mais ce qui est traumatique pour les enfants, c'est le conflit. La violence, évidemment, mais le conflit autour de leur garde, ou le conflit en général, quand on ne se parle pas, quand on fait passer les messages par les enfants, quand on clive comme ça, comme s'il y avait deux mondes et que les enfants étaient coupés en deux. Donc moi, je leur dis, voilà, vous êtes en train de subventionner 25 ans de psychanalyse, voire d'hôpital psychiatrique pour vos enfants, à continuer à faire comme ça. Donc je leur dis, pensez à vos enfants, parce que moi, j'entends toute la journée des gens me dire qu'ils aiment leurs enfants, et régulièrement faire exactement le contraire de ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Donc encore une fois, oui, tout le monde aime ses enfants, maintenant on le sait. Moi, je leur dis, sécurisez-les. Vous les aimez, ok, c'est très bien, mais sécurisez-les. Donc le conseil, c'est de penser d'abord aux enfants. C'est d'être parfois plus évolué que l'autre. Si l'autre est dans la colère, dans la vengeance, dans la rancœur, il y en a toujours un qui n'en est pas au même stade que l'autre. Et de toujours se dire que c'est au plus évolué, en tout cas celui qui en est un peu plus loin dans l'évolution et plus en capacité de s'apaiser, de s'adapter. Donc je leur conseille toujours ça par rapport aux enfants, de penser d'abord aux enfants, à ce que penseront les enfants plus tard de ce qui s'est passé. Vous parlez beaucoup de ça, de la culpabilité qu'ils pourraient porter si par exemple un des deux parents se retrouve en situation beaucoup plus précaire. Pensez que la mère de vos enfants, si elle se retrouve précarisée, que vont penser vos enfants de vous? Exactement. Ça, très juste. Et ça, je le leur dis quand on dit « Ah oui, moi je ne veux pas payer la pension alimentaire à ma femme, à mon ex-femme », je dis « Mais vous payez pour vos enfants. » Et pensez à ce que ça va être pour les enfants de vivre la majeure partie du temps avec une mère qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, dans des conditions d'hébergement qui ne sont pas satisfaisantes. Donc j'essaye de faire appel à leur possibilité de se mettre à la place de l'autre. Je pense que la clé, s'il y en a une, d'un divorce, d'une séparation réussie, c'est se mettre à la place de l'autre. Il y a un temps de la colère, et il ne faut pas non plus le dénier. Je veux dire, on n'est pas non plus dans une espèce de société lénifiée où on ne ressent pas les passions, la colère, la rancœur. Tout ça, ce sont des émotions et des passions humaines, et il faut pouvoir les exprimer. Mais il y a un lieu pour les exprimer, soit le thérapeute, le psy, dans le cabinet d'avocat aussi, mais il y a un temps pour les exprimer. Et à un moment donné, il faut passer la seconde, comme je leur dis souvent, parce qu'il faut penser en effet aux enfants, et puis qu'on a autre chose à faire de sa vie que de divorcer, que d'être en conflit, et que la haine. Moi, je les vois en très grande souffrance, et je leur dis souvent, la haine ne soulage jamais la douleur. Jamais. Au contraire,
elle l'intensifie, elle l'attise. Et que la vie a souvent beaucoup plus d'imagination qu'eux. Donc, il faut essayer de... Moi, je leur dis, je connais votre futur. Là, vous en êtes là, mais moi, je sais où vous en serez dans quelques temps. Donc, j'essaie de les projeter dans un futur quand les choses se passent bien. Et encore une fois, j'y tiens, hors cas de violence. Oui, il y a cette idée qui est très juste, c'est qu'on doit rester un couple quand on se sépare. Et évidemment, moi je leur dis souvent, alors à vos enfants, surmonter la colère pour se parler. Vos enfants ont 3 ans, dans la séparation. Imaginez quand ils auront le bac, quand ils vont avoir un événement important de leur vie, que ce soit une réussite professionnelle, un concours, avoir des enfants, se marier. Vous imaginez ce que ça veut dire pour eux de ne pas se parler, de faire 2 fêtes différentes. Essayez de vous projeter. Ils sont tout petits, ils ont 3 ans, ils ont 5 ans, ils ont 8 ans, ils ont 10 ans, vous en avez pour votre vie entière. Et votre vie entière, vous resterez le père et la mère de ces enfants-là ou de cet enfant-là. Mais même quand il n'y a pas d'enfant, hein. Alors on peut ne plus se parler dans ce cas, c'est très bien, mais on n'est pas obligé de se haïr. Mais il y a quelque chose comme ça qui est un petit peu dans l'inconscient collectif, du fait que pour se désaimer, pour se séparer, il faut se haïr. On peut se haïr un temps, on peut être en colère un temps. La haine, la colère, la rancœur, elle n'est pas naturelle, hein. Pas plus en tout cas que le pardon, que l'apaisement. Alors je ne suis pas en train de dire faire un manuel de développement personnel. Je suis avocate, je sais bien que les choses sont quand même, que les passions elles sont là et que c'est difficile. Mais se faire aider aussi. Un des conseils que je leur donne souvent, c'est d'aller en thérapie. Je pense que c'est important parce que c'est un moment difficile, une rupture. C'est toujours un moment difficile, une séparation. C'est pas toujours une très mauvaise nouvelle. Parfois, c'est une bonne nouvelle, mais c'est un passage. Quoi qu'il arrive, c'est exactement. Compliqué. Merci à vous. Donc, je rappelle le titre du livre qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Ça s'appelle Nous sommes tant aimés. Les Français et le divorce, cœur brisé, loi réinventée. Et je vous le recommande parce que ça se lit comme une série addictive. Merci, maître. Merci. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.